Bonsoir tout le monde, ravi d'être parmi vous. Ça fait vraiment plaisir de voir un parterre de consoeurs et de confrères honorables et que je retrouve moi personnellement. Je voudrais remercier particulièrement Monsieur le Président de la République de m'avoir invité et à travers lui toute l'équipe du bureau. Et c'est vraiment avec plaisir que je suis là pour essayer de vous faire le moins peur possible. Alors, peut-être certains se posent la question pourquoi je suis là. Eh bien, je suis devenu, par le hasard des choses, juriste. J'ai fait ma licence de droit, j'ai fait un master en droit des assurances. Je suis actuellement en train d'avancer dans un doctorat de droit et sur lequel tout tourne autour de la responsabilité médicale. J'en ai toujours fait un petit peu mon dada. Et c'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui honoré d'être parmi vous. Et on va essayer d'avancer sur ce dossier qui a des nouveautés, mais j'ai été particulièrement surpris du nombre de lois qui traquent nos pratiques sur les réseaux sociaux. Et on va discuter ensemble de tout cela. Alors, le constat initial comporte beaucoup d'éléments. Quand on surfe sur les réseaux sociaux, on rencontre cette soif qu'ont les médecins de se faire de la publicité, de s'auto-évaluer et de se donner des valeurs qui ne jugent qu'eux-mêmes, de faire parfois des vraies réclames en disant que le vendredi après la prière, la consultation est à 50 dirhams pendant 2 heures, et ainsi de suite. Et il semble que tout ça est anodin à leurs yeux. On voit des partages de dossiers de patients sans que ceux-là ne soient au courant que leurs dossiers sont partagés et sans qu'ils en aient donné l'autorisation. On voit des renseignements, des choses, des conseils qui fusent sans qu'on en vérifie l'origine. Il faut juste savoir à ce titre-là que quand vous transférez un renseignement ou une chose qui vous est parvenue à travers les réseaux sociaux, s'il s'avère que ce renseignement porte un préjudice ou un dommage, vous êtes responsable comme celui qui l'a créé parce que vous l'avez transféré sans en vérifier l'origine. On verra tout à l'heure que vérifier l'origine de ce que vous diffusez est extrêmement important. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, je suis là, je ne suis pas le médecin, je vais essayer de faire le juge et de vous dire combien le juge va lire ce qu'on fait et ce qu'on trouve anodin. Et beaucoup de choses que je vais vous dire, vous allez dire non, non, mais on fait ça à longueur de journée, mais c'est pas ça, il n'y a pas le feu. Mais c'est vrai, on fait ça à longueur de journée, mais on ne peut pas juger tout le monde. On juge celui qu'on attrape, on juge celui qui a fauté, on juge celui pour lequel il y a eu une plainte et ainsi de suite. Donc ce n'est pas parce que tout le monde fait des écarts qu'on peut se permettre de faire ces écarts parce qu'il y a des lois qui encadrent tout ça. Alors les lignes rouges qui ne sont pas à dépasser sont la diffusion de renseignements erronés dans les réseaux sociaux parce que vous ne maîtrisez pas si ça part de vous et que ça circule et que ça arrive entre les mains de quelqu'un qui vérifie que le renseignement est erroné, on peut remonter actuellement, la digitalisation c'est bien beau, mais elle est dans les deux sens, on peut remonter jusqu'à la source et vous risquez d'avoir des problèmes en diffusant des renseignements qui peuvent tromper les patients, en violant la confidentialité des patients. On va nous dire de partager les dossiers médicaux, mais on doit s'assurer qu'on les partage entre nous, et non seulement, on doit s'assurer aussi que les lignes, les voies de partage sont certifiées, sont assurées et qu'il ne peut pas y avoir de fuite. Et s'il y a du fuite, la loi va se retourner contre le médecin qui n'a pas vérifié le support à travers lequel il diffuse ses renseignements, qui diffuse ses violations de secret. La violation du secret professionnel, on le verra tout à l'heure, elle est pénale. Dans les réseaux sociaux, il ne faut pas abuser des problèmes de confraternité parce qu'il y a le Conseil de l'ordre derrière, il y a le code de déontologie et la justice, les juges utilisent le code de déontologie comme si c'était une loi complète et ils peuvent rendre des jugements en utilisant des fois juste un article du code de déontologie s'il n'y a pas l'équivalent sur un texte de loi. Alors, globalement, on devrait juste savoir que les médecins seront responsables de leurs publications sur les réseaux sociaux, quelles que soient leurs publications, bien sûr, professionnelles, concernant les patients, concernant les renseignements, les conseils, etc. Et ils sont tenus de vérifier ce qu'ils
partage comme information. Tout ce que je vous dis là a un lien avec un texte de loi. Je vous dis moi juste ce que le texte de loi, à quoi expose ce qu'on fait. Et puis surtout, ne pas diffuser des informations qui peuvent créer un dommage. On peut imaginer, vous allez diffuser un renseignement scientifique ou la prise en charge d'une pathologie particulière ou d'un cas particulier, et que celui qui va, et vous n'aurez pas précisé que ça concerne ce cas particulier ou seulement ça, et celui qui va intercepter le message peut l'utiliser autrement et subir un dommage, eh bien, on vous reprochera d'avoir diffusé un message qui n'est pas cadré, qui n'est pas certifié et qui a créé un dommage chez quelqu'un qui l'a utilisé. Donc, assurez-vous de vos sources et exploitez-les correctement. Et surtout, ne croyez pas que c'est anodin sur le réseau social quand vous essayez même le plus discrètement possible de nuire à la profession par un certain avis ou par un manque de respect vis-à-vis d'une institution ou d'un confrère ou d'une consoeur. Tout ça finit par se retourner et on peut au moins vous demander à venir rendre réponse au Conseil de l'ordre. Les obligations sont celles faites à tous les médecins, quel que soit leur mode d'exercice. Alors que vous soyez sur le réseau social en train de donner un conseil ou de diffuser un traitement ou de donner un renseignement, ou que vous soyez dans votre cabinet, c'est la même responsabilité. Vous devez fournir des soins de qualité, vous devez vous limiter à vos compétences, et quand vous voyez que les choses vous dépassent, la loi vous oblige à demander avis, et c'est ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Et demander un avis quand vous êtes dépassé, c'est parfaire les moyens de soin. Jamais le juge ne vous demandera de guérir, mais il vous demandera d'utiliser tous les moyens et de prouver que vous avez utilisé les moyens. Et demander renseignement quand vous êtes en limitation de compétences fait partie des moyens et fait partie actuellement de quelque chose qui arrive dans la justice française, européenne et très vite dans les tribunaux marocains. C'est ce qu'on appelle la perte de chance. Le juge va estimer que quand vous vous êtes arrêté à vos compétences, vous n'avez pas cherché à donner l'information complète en la cherchant ailleurs, vous avez nui à la chance de porter le bon soin. Et donc, bien sûr, sur les normes éthiques, parce que c'est sanctionné aussi, et les normes professionnelles, parce que c'est également sanctionné. Pourquoi tout ça? Parce que le risque qu'il soit... le risque au bout, c'est le dommage, et vous demandez de réparer le dommage, qu'il soit matériel et ou moral. Et cette réparation, elle est civile, elle est exceptionnellement pénale, heureusement exceptionnellement, mais ça existe. Et puis, elle est beaucoup plus souvent administrative, mais ne vous détrompez pas. Administrative, c'est-à-dire, vous avez soit le Conseil de l'ordre, soit le ministère de la Santé qui peuvent vous demander des comptes, mais une fois que le Conseil de l'ordre a décidé que vous êtes sanctionné, ça n'exclut pas que vous pouvez atterrir en plus de cette sanction devant la justice. Alors, le référent, regardez combien de lois gèrent tout ça quand vous êtes sur un réseau social. Vous avez la loi 131/13, qui est devenue maintenant la loi 33/21 parce qu'on l'a amendée, qui est l'exercice de notre profession. Cette loi, et tout le monde doit avoir cette loi à son chevet et la consulter tous les soirs. Vous avez la loi 43/13 du paramédical. Pourquoi elle est importante? Parce que quand vous êtes en exercice, vous êtes ce qu'on appelle un commettant, c'est-à-dire responsable du personnel paramédical à qui vous donnez des instructions, à qui vous donnez des consignes. Et bien sûr, le code de déontologie. La loi 0908, c'est la loi qui protège les données personnelles de tout citoyen. La loi 2000, c'est la loi qui est relative aux droits d'auteur. Quand vous diffusez des choses sur les réseaux sociaux, vous devez vous assurer que les droits d'auteur sont libres et quand ils sont spécifiques de la science, vous ne pouvez les diffuser que dans un support scientifique ou dans un congrès ou dans une université. En dehors de ça, vous ne pouvez pas les diffuser.
Et quand vous ne maîtrisez pas le circuit de diffusion de l'information, vous risquez d'être en infraction à tout moment. Et puis, tout ça est englobé dans un temple qui s'appelle le DOC, le Daïr des obligations de contrat, qui est l'organe de la responsabilité civile au Maroc, qui est un texte qui est plus que centenaire, mais qui malheureusement n'est pas adapté à notre profession. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a que lui. Le collège dont a parlé notre président Dr Afif a déposé au ministère de la Justice en juillet 2017 un projet de loi concernant la responsabilité médicale, parce que nous n'en avons pas, qui a coûté au collège 4 années de travail. Je vous assure qu'il s'agit d'un petit bijou, ce n'est pas parce qu'on a travaillé ensemble. Et au jour d'aujourd'hui, il peine à arriver au Parlement. Mais le jour où il arrivera, on sera sauvés aussi bien nous que les intérêts des patients. Et puis, bien sûr, il y a le code pénal. 2 articles nous concernent, on les verra tout à l'heure. Alors, la loi 33-21, c'est-à-dire anciennement la loi 134, elle parle de la télémédecine, et la télémédecine englobe les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre. Quand vous transmettez des informations par un réseau social, vous êtes quelque part en train de faire de la télémédecine, et il y a des choses précises. On vous demande de protéger les droits personnels des personnes physiques. C'est dans la loi, c'est dans des articles précis. Et puis, vous êtes obligé d'obtenir le consentement. Quand vous demandez à quelqu'un d'échanger avec lui, médecine, dossier, sa santé, il doit être au courant que vous allez échanger à travers un réseau social qui risque de ne pas être sécurisé. Vous êtes obligé d'avoir son consentement. Et puis, quand vous agissez, vous êtes obligé à la confidentialité, à consigner les contenus de la consultation. Quand vous parlez au téléphone et vous donnez des conseils parce qu'on vous a appelé et que vous n'êtes pas au cabinet, quand vous revenez au cabinet, prenez soin d'ouvrir le dossier du patient concerné et de mettre que vous avez été contacté par téléphone aujourd'hui, qu'on vous a posé telle question et que voilà, c'était votre réponse. Vous complétez votre dossier médical. Parce que si vous vous retrouvez devant un juge, la première des choses, c'est une demande de votre dossier médical. Et si le patient vous dit que vous avez donné un renseignement et que vous ne pouvez pas prouver la qualité de la consigne, de la prescription, sa date, vous avez des problèmes avec le juge qui estimera que vous avez failli à la qualité de votre soin. La qualité de votre soin, ce n'est pas seulement le résultat, c'est votre intervention à travers votre dossier, votre rigueur, votre sérieux, votre disponibilité. Tout ça, c'est les moyens. Et c'est ça que jugera le juge. Et puis, une fois que vous avez consigné ça, vous êtes tranquille et vous passez à autre chose. Et puis, quand vous demandez l'aide d'un tiers médical dans les réseaux sociaux, vous êtes en train d'échanger avec la maman d'un petit. Et puis, vous avez besoin que quelqu'un intervienne en plus dans cet échange. Vous devez vous assurer que cette tierce personne, elle est fiable par rapport au secret professionnel, qu'elle est fiable scientifiquement, parce que cette personne, même si elle est médecin, imaginons une maman avec un médecin généraliste dans un endroit perdu où elle a accès à personne, et le médecin généraliste veut vous demander un renseignement précis, vous pédiatre, il va s'afficher devant vous avec la maman et vous donner des renseignements, et après on aboutit à un dommage parce qu'on découvre que le médecin généraliste n'a pas transmis la bonne perception du cas. Eh bien, vous êtes responsable du médecin généraliste parce que vous l'avez autorisé à participer à l'évaluation de ce cas scientifique. Alors, le Code de déontologie, dans son article 9, il parle énormément et insiste sur le secret professionnel. Et le Code pénal aussi renvoie à ça. Et puis, le secret professionnel s'étend à tout ce que vous échangez avec le patient, pas seulement à ce qui est médical, parce que c'est ce qu'on vous confie en tant que professionnel. Ce n'est pas ce qu'on vous confie seulement au sujet de la maladie. Vous avez une maman qui vient chez vous, qui est avec son petit et qui vous expose son cas. Et puis, dans le décours de la consultation, elle va vous confier que ce petit est mal vu par son papa ou quelque chose de social et que vous divulguez cette information, même si elle n'est pas médicale, c'est une divulgation du secret professionnel. C'est pour ça qu'on dit n'importe où. Et puis, les règles dans les réseaux sociaux, elles sont bien précises dans le Code de déontologie. Rappelez-vous, le Code de déontologie est utilisé par la justice. Ce n'est pas seulement un papier. Il vous est opposable et la justice
confirme qu'il vous est opposable et beaucoup de juges l'ont déjà utilisé. Alors, ce code, à propos des réseaux sociaux, il vous demande de donner des informations d'ordre général, donc ne soyez pas trop précis parce que vous n'avez jamais la même approche qu'une consultation physique et il vous manque souvent des choses qui vont pouvoir donner un renseignement précis. Donc, rassurez, c'est ça ce qu'on appelle d'ordre général. Ne pas vanter les expertises et vos exploits. C'est-à-dire, n'allez pas dire, moi, je suis le meilleur, j'ai guéri ça, j'ai guéri tout le monde, je suis Tarzan, je suis Zorro, je ne sais pas quoi. Non, le code de déontologie vous demande de rester humble pour rester dans le cocon de vos compétences. Ne pas donner de faux espoirs aux malades, ne pas conseiller des procédés non éprouvés. Vous pouvez entendre parler d'une expérience qui vient de commencer, même aux États-Unis, il y a 15 jours, il y a un mois, mais elle n'a pas encore été éprouvée et vous ne pouvez pas donner des conseils que la science n'a pas validés. Ce n'est pas parce que vous les avez connus que ça vous donnera davantage de valeur. Et puis, il ne faut pas participer aux procédés publicitaires, qu'ils soient directs ou indirects, et ça, vous savez quels sont ce nombre de procédés. Et surtout, ce que ne fait personne, beaucoup d'entre vous ont des sites, et ceux qui ne les ont pas cherchent à les mettre en place, mais sachez que le Conseil de l'ordre, et la justice, ne vous permet de mettre dans ces sites que votre identité, votre spécialité, votre formation et vos diplômes, à la limite votre photo d'identité et des renseignements de santé à caractère éducatif. Histoire de dire dans votre site que vous faites ceci et que vous faites cela et que vous faites le meilleur et que vous allez soigner, vous n'avez pas le droit. Bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, comme j'ai dit au départ. Mais le jour où vous êtes devant un problème, la loi ne vous sauvera pas. Alors, la responsabilité administrative, c'est le Conseil de l'ordre. Elle découle du code de déontologie. Elle est utilisée par les instances judiciaires, on l'a dit. Et le CNOM ou le CROM, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sanctionner par un avertissement, par un blâme, parfois par une suspension de l'autorisation d'exercer, provisoire ou définitive, en informant les autorités, en ayant l'accord des autorités. Et puis, si vous n'êtes pas content de cette sanction, vous avez deux recours, un au niveau du Conseil national, et puis si encore vous n'êtes pas content, vous pouvez aller devant le tribunal administratif. Alors, la loi qui protège la 098, on a dit, elle protège les données personnelles. Elle est très précise dans plusieurs articles et elle aussi parle du consentement. Très tôt dans le début de la loi, dès l'article 4, du consentement et de l'obligation d'informer préalablement la personne concernée que vous allez éventuellement diffuser les données. Et je dis diffuser la donnée, c'est de partager le dossier d'un malade X avec un confrère ou une consoeur via les réseaux sociaux pour avoir une appréciation commune, ce qu'on assiste tous les jours. Si on n'est pas sûr que ce moyen ou ce réseau social n'est pas verrouillé et qu'il y a une fuite et qu'on établit qu'elle est partie de vous, c'est une violation des données personnelles, avec bien sûr ce qui suppose une obligation de sécurité. Et puis, cette loi va beaucoup plus loin. Elle donne un article consacré à la santé. Et dans cet article, il y a plusieurs éléments. Regardez, on vous demande de contrôler l'accès aux installations dédiées. Est-ce que l'accès est verrouillé? Est-ce qu'il est sécurisé? Est-ce qu'il est partagé par beaucoup de gens qui ne sont pas du domaine? Si vous ne pouvez pas avoir ces informations, eh bien, n'utilisez pas cet accès. Et puis, contrôlez les supports des données que vous échangez. On vous demande de contrôler l'insertion des données que vous faites. Est-ce qu'elles sont insérées dans un support? Toujours, on revient du support. Et puis, quand vous partagez, assurez-vous que vous partagez avec des personnes autorisées. N'allez pas diffuser l'information à quelqu'un de la famille de votre patient. Non, il n'est pas autorisé à recevoir l'information. On a dit même le médecin autre que vous n'est autorisé que vous avez le consentement des parents. Et puis, globalement, quand vous envoyez un message, assurez-vous que le destinataire est fiable. Parce que quand le message part de vous, c'est vous qui l'avez confectionné et vous l'avez diffusé à une personne. Cette personne, elle peut le diffuser où elle veut. Et ça va finir entre les mains de quelqu'un qui n'est pas soumis au secret professionnel et qui va le diffuser davantage. Et s'il y a une plainte au niveau du réseau social, les autorités vont remonter la chaîne.
et ils vont arriver chez celui qui a diffusé. On vous reprochera d'avoir utilisé un destinataire non fiable. Alors, cette loi, elle met des sanctions. Attention, elle est très violente, la loi sur les données personnelles. J'ai essayé d'être rapide, donc je vous assure qu'elle est assez violente. 12 mois de prison et 20 000 à 200 000 dirhams d'amende en cas de récidive. Et les sanctions sont doubles si il y a une absence de consentement, s'il n'y a pas de respect de l'opposition de la diffusion. Parce que vous me demandez mon avis, moi, la maman, vous allez diffuser, et je vous dis non, ne diffusez pas. Et vous le faites quand même. Moi, j'ai droit d'opposition à la diffusion. Et vous le faites quand même. Eh bien, c'est une violation de mes données. C'est encore pire que la violation du secret. Et puis, quand vous faites un transfert, on l'a dit tout à l'heure, aux gens en inhabilité, ce sont des fuites non contrôlées. Mais vous ne pouvez jamais dire à un juge, ça a fuité, je ne suis pas responsable. Oui, le juge va vous dire, vous n'êtes pas responsable de la fuite. Mais vous ne vous êtes pas assuré du circuit de diffusion de l'information, ni du destinataire premier. Donc vous demeurez responsable. On a dit tout à l'heure pire. Quand vous recevez une information que vous estimez non fiable, que vous n'avez pas construite vous-même, et que vous continuez la chaîne de diffusion, vous pouvez être embêté par la justice parce que vous n'avez pas bloqué la chaîne de diffusion, alors qu'il est dans vos compétences de savoir que ce qu'on diffuse est malsain et concerne une information erronée, concerne une prescription qui ne se fait plus, concerne une donation qui n'a pas été... une prescription scientifique qui jusque-là n'a pas été justifiée, ainsi de suite, et j'en passe. Alors, le DOC. Le DOC, on en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu la Bible de la responsabilité civile. Il est là, on est obligé de faire avec. Et c'est surtout deux articles importants, l'article 77 et l'article 78. Le premier traite du dommage et de la faute. Le premier est intéressant parce qu'il dit comment vous pouvez être tenu responsable. Il faut un fait et que ce fait occasionne un dommage et qu'on arrive à établir le lien de causalité entre le fait et le dommage. Si on n'établit pas ce lien, même s'il y a un fait et un dommage, eh bien, il n'y a pas de responsabilité. Ça, c'est le premier article. Et puis, le deuxième article parle de la faute et instaure le lien entre le dommage et la faute. Parce que au Maroc, il n'y a pas cette notion d'aléa thérapeutique. Le juge se fait une obligation de trouver un fautif parce qu'il veut réparer un dommage. Donc, le dommage sans faute, ce qui est l'aléa thérapeutique, au jour d'aujourd'hui dans le tribunal marocain, il n'est pas reconnu. Et donc ça pose des complications. Et c'est une des choses qu'on a essayé de modifier par ce projet de loi qui est à la justice. Et bien sûr, la faute, c'est très simple. C'est ce qu'on ne devait pas faire et qu'on a fait, ou bien ce qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait. Alors, la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, souvent, c'est juste une procédure. Une procédure, je vous le dis en parenthèse, parce que la procédure civile, elle coûte de l'argent au plaignant. La procédure pénale, elle est gratuite, mais elle n'exclut pas qu'on peut passer en responsabilité civile pour une réparation. Alors, deux articles importants qui nous concernent. L'article 413, c'est quand on arrive à établir une négligence, c'est un emprisonnement. Quand il ne s'accompagne pas de décès, c'est 2 mois à 10 ans. Et quand il s'accompagne de décès, c'est 10 à 20 ans. On est en train de lutter pour changer ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité, c'est toujours là malheureusement. Mais surtout, vous êtes concerné par l'article 446, qui est violation de la secret professionnel et qui peut aussi aller jusqu'à l'emprisonnement d'1 mois à 6 mois et des amendes allant de 1 200 à 20 000 dirhams. Cet article, vous le violez tous à longueur de journée, en écrivant dans votre feuille de mutuelle le diagnostic précis et qui va circuler dans les boîtes de mutuelle. Vous ne pouvez pas écrire plus que affection pédiatrique si vous voulez être en règle avec le secret professionnel. Par contre, vous avez le moyen de répondre aux mamans qui vous diront « l'assurance va me bloquer le dossier, elle ne vaudra pas rembourser si vous ne mettez pas le diagnostic ». Eh bien, c'est facile. Quand elle vous amène le papier de l'assurance, vous répondez avec un écrit à la maman ou au papa « Bonjour, j'ai reçu votre enfant tel jour.
et j'ai fait tel diagnostic, et j'ai prescrit tels examens, et ce papier vous est remis en main propre pour en faire libre usage. Et c'est la maman qui va le porter à l'assurance, ou le papa. C'est elle qui va délibérément donner l'information. Vous vous êtes adressé à la maman. Vous n'avez à aucun moment violé le secret professionnel. Par contre, quand vous mettez dans la feuille mutuelle et ça atterrit chez la secrétaire, qui est la belle-sœur de la maman et qui la maman n'a jamais voulu que ce diagnostic circule, vous risquez d'avoir de gros problèmes. Alors, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, je vous en ai fait une petite allusion au début. Vous avez une utilisation libre si la destinée est l'enseignement, si la destinée est un site autorisé ou un endroit dédié. Un endroit dédié, c'est comme aujourd'hui, c'est à l'université et c'est des choses qui sont dans les règles. Et si vous violez cette donnée, là aussi, la loi des droits d'auteur prévoit un emprisonnement de 2 mois à 6 mois, avec parfois des amendes. Alors, je conseille au téléphone, vous le faites tous les jours. Vous engagez immédiatement votre responsabilité. Dès que vous dites « allô », vous engagez votre responsabilité. Alors, profitez-en pour apprendre à donner des conseils très prudents et sommaires. N'allez pas vers des diagnostics précis. Ne dites pas « oui, madame, c'est une bronchite banale, terminée, vous prenez ça ». Non, 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 non. Donnez des choses sommaires et restez à l'écoute et privilégiez la consultation physique. Dites à la maman ou au papa, moi je préfère le voir, votre petit. En attendant, vous pouvez faire ceci, quelque chose de très général, mais passez le message qu'il faut rester très prudent et que vous êtes disponible et que vous ne vous débinez pas en faisant de la consultation téléphonique. C'est extrêmement dangereux. Donc quand vous donnez un conseil sommaire, et restez à l'écoute et ne jamais dicter une ordonnance au téléphone. Parce qu'elle peut être perçue différemment de l'autre côté. Si vous voulez la diffuser, vous la rédigez sur votre ordonnance, vous la prenez en photo et vous la diffusez à condition de vous assurer qu'elle arrive à la bonne cible, ou bien vous rédigez carrément un message, sauf que le pharmacien, vous le mettez en porte-à-faux quand vous lui donnez un message sans ordonnance, parce que légalement, il n'a pas le droit de délivrer des médicaments dans lesquels il n'y a pas votre signature. Donc le mieux, c'est de refuser de vous engager dans une consultation autre que physique. En somme, les réseaux sociaux, oui, mais avec tact et mesure. Et surtout, n'oubliez pas que votre responsabilité est identique quand vous êtes au cabinet et quand vous êtes dans un réseau social. Et les sanctions sont les mêmes, et les risques sont les mêmes, et les dommages que vous risquez de créer sont les mêmes. Alors méditez bien ce philosophe allemand au début du siècle passé qui a dit « La justice ne veut rien de toi. Elle te prend quand tu arrives et te laisse quand tu t'en vas. » Quand est-ce que tu arrives à la justice? Quand tu as des choses à te reprocher. Et quand est-ce qu'elle va te laisser partir? Quand elle a vérifié que tu étais dans les normes, dans l'exercice, avec la sérénité, l'éthique, la confraternité, les limites de compétences et tout ça. Alors, je finis, avant de lancer le débat, par vous présenter un cabinet que j'ai mis en place il y a 1 an et demi à peu près, qui est HMLC, spécialisé dans la responsabilité médicale et la politique de santé. Et on vous suggère de vous accompagner si jamais vous êtes devant la justice. On vous accompagne pour mettre dans les normes vos pratiques et vos cabinets. On vous accompagne tout le long de l'année si vous voulez avoir des informations. Et puis pour ceux qui ont les cliniques, on leur propose d'auditer leur clinique dans les normes de responsabilité médicale. Et j'ouvre le débat et je vous remercie.